Lorsque Frantz Fanon rejoint le Front de libération nationale en 1956, il sait qu'il quitte le confort, la sécurité, la reconnaissance professionnelle pour entrer dans un monde où chaque jour peut être le dernier. Il n'est pas algérien, il n'est pas musulman, il n'a aucun lien familial avec ce pays, mais il comprend quelque chose de fondamental. La lutte algérienne est la lutte de tous les peuples colonisés, et il décide d'en faire son combat total. Rejoindre le FLN, un acte de rupture totale. Après sa démission de l'hôpital de Blida, Fanon quitte l'Algérie sous surveillance, interdit de territoire par l'armée française. Il s'installe en Tunisie, à Tunis, où le FLN avait établi un quartier général extérieur. Il devient immédiatement rédacteur dans le journal El Moudjahid, formateur politique pour les cadres du FLN, analyste stratégique, responsable médical de camps de réfugiés, intellectuel organique du mouvement. Ses écrits sont incisifs, disciplinés, lucides. Il analyse les stratégies du colonisateur, la psychologie du combattant, les risques de division interne, la nécessité d'une vision continentale. Peu de révolutionnaires écrivent avec autant de puissance en pleine guerre. Fanon et El Moudjahid. Écrire pour la libération. Dans El Moudjahid, journal officiel du FLN, Fanon publie des articles anonymes ou signés sous pseudonyme. Ces textes deviennent la colonne vertébrale idéologique de la résistance. Il y explique pourquoi la lutte armée est nécessaire, comment le peuple doit s'organiser, comment éviter la récupération bourgeoise après l'indépendance, pourquoi les intellectuels doivent être au service du peuple, comment maintenir la discipline révolutionnaire. Fanon n'écrit pas pour informer, il écrit pour transformer. Fanon diplomate, la voix internationale de la révolution algérienne. Peu le savent, mais Fanon devient en 1959 ambassadeur itinérant du gouvernement provisoire de la République algérienne. Sa mission, convaincre l'Afrique que la libération de l'Algérie est essentielle à la libération du continent. Il se rend dans le Ghana de Kwame Nkrumah, le Mali de Modibo Keïta, la Guinée de Sékou Touré, le Congo de Lumumba avant son assassinat, le Sahara pour organiser des routes d'approvisionnement, l'Égypte de Nasser pour des négociations stratégiques. Partout, Fanon est reçu comme un frère. Il parle avec l'énergie d'un homme qui sait qu'il n'a pas le temps. Et il réussit. L'Algérie devient la cause panafricaine par excellence. Le réseau panafricain, unité, armes et idées. Fanon joue un rôle clé dans la création d'un réseau panafricain de soutien militaire, politique et idéologique. Il contribue à l'ouverture de routes d'armes par le Sahara, la formation de combattants, la diplomatie auprès de l'ONU, la mise en relation de mouvements révolutionnaires, la solidarité entre luttes africaines, Angola, Guinée-Bissau, Congo, Cameroun. Pour Fanon, le panafricanisme n'est pas un rêve abstrait, c'est une nécessité géopolitique, un mur contre l'impérialisme, un espace où les nations africaines ne seront plus isolées. Fanon critique les élites africaines, l'avertissement prophétique. Dans ses missions diplomatiques, Fanon rencontre de nombreux dirigeants africains. Certains sont révolutionnaires, d'autres opportunistes, d'autres encore déjà corrompus. Fanon voit très tôt un danger, la bourgeoisie nationale qui remplacera le colon sans changer le système. Il écrit « La bourgeoisie nationale n'a rien d'une élite, elle n'a aucune vision, elle ne pense qu'à remplacer le colon dans son fauteuil. » Il avertit « Le néocolonialisme guette. La coopération internationale peut redevenir une colonisation masquée. Les frontières africaines sont artificielles. L'unité du continent est une condition de survie. » Ces critiques restent parmi les plus lucides du XXe siècle. Fanon au Sahara. Le révolutionnaire sur le terrain. Fanon n'est pas seulement un théoricien ou un diplomate. Il participe directement à des opérations logistiques clandestines. Il traverse le Sahara en jeep, participe à des convois d'armes, échappe à des embuscades, rencontre des combattants isolés dans le désert, organise des passages de frontières. Dans le désert, il écrit « L'Afrique s'unira dans le sable et dans le sang ». Pour les combattants, Fanon n'est pas un intellectuel parisien, il est l'un des leurs. Un frère qui partage la route, le risque et la poussière. Un amour profond pour l'Algérie, ma patrie africaine. Fanon n'a jamais revendiqué l'Algérie comme identité nationale, mais il l'a aimée comme une patrie choisie. Il disait souvent « Je suis africain d'origine martiniquaise ». Pour lui, l'Algérie est
Un symbole, un laboratoire de libération, une porte vers une Afrique unie, un territoire où se joue l'avenir du continent. Il voulait que l'Algérie indépendante devienne la capitale politique de la révolution africaine, un refuge pour tous les mouvements de libération. Ce rêve se réalisera en partie après sa mort. L'Algérie devient un point d'appui majeur pour les luttes armées du continent. Fanon n'a pas seulement pensé la décolonisation, il l'a vécue, il l'a risquée. Il l'a porté sur ses épaules. Dans le FLN, il est médecin, théoricien, diplomate, révolutionnaire, frère et tisseur d'alliances. Dites-nous en commentaire, saviez-vous que Fanon avait joué un rôle diplomatique aussi important? Voulez-vous une vidéo spéciale sur Fanon et ses liens avec d'autres leaders africains comme Nkrumah, Cabral ou Lumumba? Si cet épisode t'a éclairé, ému ou révolté, nous t'invitons à liker, partager et t'abonner. Chaque geste aide ses voix, ses histoires, ses vérités à voyager plus loin. La connaissance est un champ de bataille et tu fais partie de ce combat. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.